effets sur le cœur et la tension artérielle, engendre des troubles du sommeil, diminue les défenses immunitaires. Une loi fixe le niveau sonore maximum des concerts à 105 décibels en moyenne. Et pourtant, cette limitation peut avoir des conséquences dangereuses pour l'oreille et l'organisme. 30 minutes d'exposition à 105 décibels peuvent provoquer un traumatisme auditif. L'association de sensibilisation à l'hyperacousie milite pour qu'une mise en garde systématique soit faite à l'entrée des lieux fréquentés par les jeunes pour les avertir des risques encourus. Enregistrement numéro 5. Counter-Strike. Ouais, et vous jouez à quoi ? À Counter-Strike. Il y a une équipe de gangsters face aux forces de l'ordre, donc c'est en fait les policiers qui doivent arrêter un groupe de malfaiteurs. Le principe, c'est au début, au fur et à mesure des parties, on gagne de l'argent, et quand on a de l'argent, on peut s'acheter des équipements pour contre-attaquer les assauts des malfaiteurs. Alors au final, plus on a de l'argent, et plus vite on pourra mettre nos adversaires derrière les barreaux, quoi. Enregistrement numéro 6. Les jeux en réseau. Bienvenue dans l'univers des hardcore gamers, autrement dit les accros du jeu vidéo en réseau. Jeux d'action, jeux de stratégie, jeux de rôle, ce sont les principaux thèmes sur lesquels ces joueurs s'affrontent. En France, le nombre de connexions aux plateformes sur Internet explose et le nombre de salles spécialisées se multiplie. Visitons donc le Linko, l'une des 300 salles françaises de jeux en réseau. Ce lieu est situé dans le 6e arrondissement à Paris. Et Benjamin Teller, l'un des co-gérants, a accepté d'être notre guide. Alors, on accueille ici entre 25-28 personnes. Au niveau matériel, c'est très simple. C'est à peu près 25 ordinateurs ils sont tous reliés entre eux. Ils sont connectés sur Internet. Et c'est sur ces ordinateurs que les joueurs vont jouer ensemble, que ce soit en coopératif ou les uns contre les autres. Voilà. Après, bien sûr, c'est aussi un lieu social. C'est important, où ils viennent se retrouver pour jouer ensemble. Enregistrement numéro 7. La souveraineté nationale. Les premiers accords entre les pays européens de l'Ouest ont ouvert une brèche dans la citadelle de la souveraineté nationale qui barrait la route à l'unité de l'Europe. Depuis 1000 ans, la souveraineté nationale s'est manifestée en Europe par le développement du nationalisme et par de vaines et sanglantes tentatives d'hégémonie d'un pays sur l'autre. Pour éviter tout retour à un passé de déchirement et de ruine qui a menacé la civilisation européenne, les hommes politiques européens de l'Ouest ont mis en place les fondations de la communauté européenne. Enregistrement numéro 8. Femmes chercheurs. Les femmes font-elles de meilleurs chercheurs ? Aujourd'hui encore, dans les pays où les femmes ont la chance de poursuivre une carrière scientifique, elles restent nettement moins nombreuses que les hommes dans les laboratoires et voient trop souvent leur avancement retardé pour des raisons plus ou moins avouées. Selon Nathalie Frankel, directrice adjointe du CNRS, une femme scientifique doit fournir 2,5 fois la quantité de travail d'un homologue masculin pour avoir quelques chances de décrocher des fonds pour ses recherches. On doute encore de la créativité des femmes, de leur autorité et même de leur combativité. Pourtant, selon une étude menée par l'Institut Sophrès, les femmes ont développé de solides capacités d'organisation, font d'excellentes responsables, sont plus concrètes et plus orientées vers l'action. Et pourtant, elles doivent toujours, plus que les hommes, faire leurs preuves dans leur travail. Enregistrement numéro 9. Des semelles adaptées. Plus jamais mal aux pieds, c'est désormais possible. La vieille légende qui entoure le ski, c'est que les chaussures font toujours mal aux pieds. Trop rigides, trop droites, trop raides, trop dures. Depuis peu, ce n'est plus qu'une vieille histoire. Un fabricant suédois vient de mettre au point une technique révolutionnaire qui vous permettra de retrouver chaussures à votre pied enfin. Ce nouveau procédé s'appelle Skilight. Vous le trouverez chez tous les spécialistes de sport de glisse
qui sont désormais équipés pour prendre vos pieds en main et vous bâtir du sur-mesure. Les revendeurs agréés Skilite sont capables de faire de vos chaussures des premières classes. Comment ? Tout simplement en déposant dans le fond de vos propres chaussures des semelles spéciales thermoformées à la forme de vos pieds. Tout est équipable, vos vieilles chaussures ou celles que vous venez d'acheter. Le vendeur diagnostiquera le problème, prescrira la semelle adéquate, puis équipera vos chaussures avec les semelles magiques réalisées sur place immédiatement. Rapide, efficace et surtout beaucoup plus de plaisir sur les pistes. Cette nouvelle technique est un service particulier qui vous permettra de faire un choix judicieux selon votre niveau de ski, la forme de votre pied et votre exigence. Voici donc une petite révolution, l'invention de la chaussure qui vous convient. Enregistrement numéro 10. Vie familiale, vie professionnelle. Sur notre antenne aujourd'hui, un reportage sur les difficultés rencontrées par les femmes pour concilier vie professionnelle et vie familiale à partir d'une enquête menée lors de la conférence européenne sur la famille qui a eu lieu le 15 février dernier à Oslo. Lors de cette conférence, les ministres européens représentés ont promis qu'un effort financier significatif serait porté à la création de structures de garde pour les enfants en bas âge, crèches, jardins d'enfants et haltes garderies. Alors, tiendront-ils leurs promesses ? En Europe, alors que près de 80% des femmes de 25 à 49 ans travaillent, seulement 9% des enfants de moins de 3 ans sont accueillis dans des structures de garde. Les femmes travaillent toujours davantage, n'interrompent plus leur activité à l'arrivée d'un enfant et revendiquent un accès aux carrières et aux responsabilités identiques à celui des hommes. Ce sont elles qui assurent 80% du travail domestique et les 2/3 des activités avec les enfants. De plus, la société évolue et les attentes des familles aussi. Elles souhaitent davantage de structures collectives et une plus grande souplesse dans leur fonctionnement. Les modes d'accueil doivent désormais prendre en compte les nouvelles contraintes de la vie économique pour les parents. Travail à mi-temps, stages ponctuels, horaires atypiques ou irréguliers, précarité professionnelle. Pour pouvoir continuer à travailler quand on a des enfants, il faut avoir d'une part une organisation très efficace, d'autre part des ressources. C'est sur cet ensemble de propositions d'évolution que se sont engagés les parlementaires. Une charte a été élaborée sur les actions à mener en priorité. Les pays européens se sont engagés à développer plusieurs axes. En premier lieu, le développement des services aux familles en légiférant sur le droit à la garde des jeunes enfants. Un second axe consistera à réfléchir sur une réorganisation du temps de travail, une révision des horaires de réunion ou la possibilité de commencer sa journée de travail plus tôt. Et enfin, un troisième axe sera développé. Il s'agira d'œuvrer pour une égalité entre hommes et femmes. C'est cet axe qui a engendré le plus de réticences. Pourtant, l'exemple des Suédois incite à la réflexion. En effet, en Suède et dans les pays du Nord, les féministes ont réussi à théoriser assez tôt, dans les années 70, la double nécessité pour les femmes de travailler et pour les hommes de s'impliquer dans la vie familiale. Cette charte européenne permettra, nous l'espérons, de réduire les difficultés rencontrées par les femmes qui concilient vie professionnelle et vie familiale, en levant les obstacles liés à la pénurie des offres de garde, aux horaires de travail non adaptés aux horaires des parents et aux coûts engendrés par les frais de garde. Enregistrement numéro 11. Le temps des scientifiques. Les scientifiques manipulent un temps qui n'a que peu à voir avec le nôtre. Les uns plongent dans les millisecondes pendant que les autres raisonnent en millions d'années. Le géologue, lui, étudie la Terre, âge estimé 4,5 milliards d'années. Son temps de référence se mesure en milliards d'années. Les plus anciennes roches découvertes ont le bel âge de 3,9 milliards d'années. En arpentant les sols de notre planète, le géologue va donc découvrir les traces d'un passé très ancien. Changement d'échelle pour l'astronome. L'univers serait âgé d'une quinzaine de milliards d'années. L'astronome manipule un temps qui n'a vraiment rien à voir avec celui de notre quotidien. Une heure astronomique représente 625 millions d'années. Pour les physiciens et les chimistes qui traquent les particules de la matière dans l'infiniment petit, il faut aller dans l'autre sens.
Le temps de réaction des molécules se mesure en quelques dizaines de dixièmes de seconde. Que les unités de mesure du temps soient infiniment grandes ou infiniment petites, nous avons très souvent du mal à nous y retrouver. Tout cela semble bien inaccessible pour nous simples mortels. Alors, ne serait-il pas plus simple de mesurer le temps de l'univers avec nos unités ordinaires telles que les heures ou les secondes? Eh bien, nous avons posé cette question au professeur Andréi, directeur de l'Observatoire européen de l'espace. Les unités de mesure ne sont jamais que des conventions. C'est en quelque sorte un langage commun adopté par la communauté scientifique à laquelle j'appartiens. Cependant, nous ne pourrions pas mesurer le temps de l'univers avec les unités ordinaires que sont les heures, les minutes ou les secondes. Nous travaillons essentiellement en années-lumière, car c'est très parlant pour des objets astronomiques puisqu'elle nous dit automatiquement à quel moment a eu lieu l'événement que nous sommes en train d'observer. Et quel regard portez-vous donc sur le temps à l'échelle humaine, sur les unités de mesure ordinaires? A priori, mon temps, c'est-à-dire le temps en astronomie et le vôtre, celui de la vie quotidienne, n'ont pas grand-chose à voir ensemble. Et pourtant, vous allez voir qu'il existe un petit lien entre nos deux mesures. Dans notre vie courante, nous avons besoin d'une échelle de temps réduite relative à nos activités. Alors qu'en astronomie, les temps caractéristiques des phénomènes que nous observons vont de la microseconde, voire moins, aux milliards d'années, et cela en relation avec les phénomènes étudiés. Pourtant, comme je vous l'ai dit, il existe une petite zone commune entre les deux temps. C'est le cas dans l'étude des phénomènes cycliques, tels que la comète de Halley qui revient tous les 76 ans dans notre système solaire. Cet ordre de durée, à l'échelle d'une vie humaine, se rencontre également avec les galaxies et les étoiles. Quand on étudie une supernova, c'est-à-dire l'explosion et la disparition d'une étoile, les astronomes doivent renoncer à toute autre activité. Ils sacrifient leurs vacances, car l'événement dure une centaine de jours, au cours desquels ils ne peuvent quitter leur télescope, car l'observation doit être de tous les instants. Enregistrement 12. Bonjour Nathalie Fontrelle. Bonjour. Vous êtes donc à la rédaction d'Inter, spécialiste des questions environnementales, et nous fêtons aujourd'hui les 30 ans du Conservatoire du Littoral. Depuis 1975, l'établissement public a protégé quoi? À peu près 10% du linéaire côtier du béton? Oui, ça représente 800 km de rivage. Alors dans les années 70, la Côte d'Azur avait déjà sacrifié sa côte à l'urbanisation, et c'est pour éviter que le littoral français ne devienne un mur de béton que le Conservatoire a été créé. Il rachète depuis les terrains grâce à des fonds publics. Et j'imagine qu'il n'est pas facile pour les communes de choisir entre la protection des paysages et les retombées économiques générées par l'urbanisation. Non, évidemment, mais elles se rendent compte que le vert peut valoir de l'or et que la nature attire les touristes. Et c'est souvent de plus en plus et à la demande des communes que le Conservatoire agit. C'est le cas par exemple de l'île Tristan dans le Finistère. C'est en face de Douarnenez, une île auparavant privée, mais les propriétaires avaient du mal à financer son entretien. La mairie a appelé le conservatoire au secours. Monique Prévost est le maire de Douarnenez. Il y a de nombreux promoteurs qui se sont fait connaître et je pense qu'on aurait eu une résidence de luxe, des hôtels ou voilà. Quelque chose qui du coup était aussi un peu confisqué parce que l'avantage quand même de cette situation, c'est que l'île fait partie du patrimoine commun et que les douarnenistes y ont accès. Ils ont été très surpris les premières fois qu'on a fait des portes ouvertes parce que très peu de douarnenistes étaient venus sur l'île. Et il y a eu un engouement très fort et je pense que ça aussi c'est important que cet espace qui est assez magique ne soit pas réservé à une élite, à un petit groupe de personnes. Et tous les terrains, Nathalie Fontrelle, acquis par le Conservatoire sont effectivement ouverts au public. Et ils sont très fréquentés. Imaginez 30 millions de visiteurs par an. Ça devient d'ailleurs problématique parce que l'entretien coûte de plus en plus cher. Marie Bonnet est la directrice adjointe du Conservatoire du Littoral. On est aujourd'hui propriétaire de 75 000 hectares.
On ambitionne d'avoir atteint plus de 200 000 hectares en 2050 et on a des travaux d'aménagement et de réhabilitation extrêmement importants sur ces terrains. Et ça relève de la responsabilité du conservatoire. Et bien évidemment, plus les surfaces détenues, plus le patrimoine du conservatoire s'étend, plus ces travaux d'aménagement coûtent et mobilisent notre budget. Aujourd'hui, sur un budget d'acquisition d'à peu près 18 millions d'euros, on en a 7 qui sont consacrés aux travaux d'aménagement. Mais justement, n'est-il pas dommage d'aménager des espaces sauvages ? Oui, sans doute, mais sinon le verre devient victime de son succès. Il faut donc recourir au génie écologique, comme il existe le génie civil. Il y a un exemple célèbre, c'est la Pointe du Raz. Denis Bredin est le délégué du Conservatoire du littoral pour la Bretagne. Quand on acquiert des sites très dégradés, c'est le cas par exemple de la Pointe du Raz, bien évidemment on se doit de faire quelque chose. Il n'y avait plus du tout de végétation à la pointe, vous aviez un grand parking, vous aviez cité commerciale et tout autour, même plus un réseau de sentiers, vous n'avez plus de végétation, on avait la Roche-Mère à nu. Donc le choix a été de créer ex nihilo des sentiers pour que les gens soient quelque part guidés par le confort, pour éviter d'avoir envie d'aller en dehors de ce sentier. Un phénomène très simple, c'est quand vous êtes sur un sentier avec des flaques d'eau, vous évitez la flaque d'eau. Si votre sentier n'est pas bien drainé, petit à petit, vous n'avez pas un sentier d'1,50 m de large, mais 3 mètres, 4 mètres et ainsi de suite. Donc tout ça, ça fait partie du savoir-faire qu'il a fallu acquérir, comment traiter les passages d'eau pour avoir des sentiers qui soient confortables et qui évite que les gens n'aient la nécessité d'en sortir. Bien évidemment, il y a une certaine artificialisation. Mais le constat, c'est qu'actuellement, depuis 10-15 ans, avec une fréquentation qui a augmenté sur le littoral 2, 3, 4, voire 5 fois dans certains secteurs, en termes de nombre de personnes, vous avez des sites en meilleur état qui accueillent plus de personnes. Et comment le conservatoire finance-t-il la protection du littoral et l'accueil du public ? Un budget est voté tous les ans par le Parlement, un budget qui n'est pas toujours d'ailleurs à la hauteur des enjeux. Les dons, vous pouvez donner de l'argent, vous pouvez léguer des sites. Les entreprises privées, 9 fondations, Total, EDF ou encore la Banque Populaire aident le conservatoire. Et puis ça, c'est nouveau, la vente de produits partage. C'est le cas cette année avec la société Armor Luxe qui va commercialiser un t-shirt estampillé Conservatoire du Littoral et qui versera 1 euro par t-shirt vendu, une somme destinée à financer l'aménagement de l'île Tristan dont on parlait tout à l'heure. Et c'est tout ça qu'on appelle le mécénat écologique. Oui, alors la question c'est de savoir quel est l'intérêt, évidemment pour l'entreprise. Réponse du PDG d'Armor Luxe, Jean-Guy Lefloc. Notre intérêt est bien sûr avant tout commercial, mais au second degré, il est quelque part aussi éthique. On milite dans l'entreprise depuis 60 ans pour faire vivre des gens ici en Bretagne et avec le conservatoire, on a trouvé un vecteur de communication qui nous permet de vendre, j'espère, plus demain qu'aujourd'hui. Parce que vos produits sont plus chers ? Alors nos produits sont fabriqués essentiellement en France, donc ils sont forcément plus chers que les produits chinois. Mais le consommateur a besoin quelque part aussi d'afficher son credo, ses croyances. Et le fait d'afficher un t-shirt fabriqué à Quimper avec en plus le logo du Conservatoire du Littoral, c'est bon, il aime bien, il achète et voilà, tout le monde s'y retrouve. L'entreprise, la marque et le conservatoire. Et si vous avez envie de visiter sur le papier avant d'aller sur le terrain, un très beau livre vient de paraître. Le Conservatoire publie cet ouvrage qui a pour titre aux éditions Gallimard, qui a pour titre Le Tiers sauvage, livre publié pour fêter ses 30 ans. C'est un livre qui est préfacé par Éric Orsena, signé de Éric Fotorino, avec des photographies Nathalie Fontrelle qui sont magnifiques. Elles sont magnifiques et les textes sont très beaux aussi. Enregistrement numéro 13. Virus, variole, vaccin. Depuis qu'aux États-Unis, une série d'attaques au bacille du charbon a défrayé la chronique, la peur des armes chimiques et bactériologiques s'est installée. L'anthrax, on en a beaucoup entendu parler, cette maladie du charbon provoquée par Bacillus anthracis doit son nom à l'aspect noirâtre des lésions et des croûtes qui apparaissent sur la peau. Ce qui effraie dans l'anthrax, c'est qu'au bout d'une quinzaine de jours, la maladie évolue vers une véritable détresse respiratoire qui entraîne le plus souvent la mort. Les armes chimiques. On le sait aujourd'hui, un petit groupe de personnes, voire un homme seul, ayant les connaissances nécessaires, peut fabriquer des armes chimiques, gaz moutarde, cyclone B ou gaz sarin. S'agissant des armes biologiques, les plus à craindre sont l'anthrax, dont on vient de parler, le virus Ebola, le bacille de la peste pulmonaire et le virus de la variole. Alors il faut bien savoir que le caractère particulièrement contagieux de la variole en fait une arme redoutable et efficace. Selon le biophysicien Stephen Block de Stanford en Californie, je cite,
Il suffit qu'on dissémine le virus dans le système d'aération d'un vol international où l'air recyclé infecterait de très nombreux passagers pour que ceux-ci partent à leur tour infecter les personnes au sol. Ian Simpson, bienvenue. Vous entendez tout ce qui se dit depuis quelque temps sur la variole, n'est-ce pas? On peut avec raison se demander si cette maladie est vraiment bien morte. Votre avis est bien entendu celui de l'Organisation mondiale de la santé. Oh, c'est très difficile à dire parce que on n'a pas vu un cas de variole depuis les années 70 et en 80, l'OMS a déclaré que la variole, comme vous dites, est morte. Alors, il existe la variole seulement dans les laboratoires. Il y a 2 laboratoires de référence, un en Russie et l'autre aux États-Unis, à Atlanta. Là-bas, la variole existe dans des conditions de sécurité, dans des conditions très surveillées. Il y a des recherches scientifiques sur la variole. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des cas de variole, parce qu'on ne l'a pas vu depuis plus de 20 années. Alors, Monsieur Simpson, le 25 mai 1999, la 52e assemblée de l'OMS renvoyait à 2002, et nous sommes en 2002, les questions relatives à la destruction des derniers stocks du virus de la variole existant dans le monde. Alors, où en est-on aujourd'hui de cette destruction? Elle a été discutée en mai à l'assemblée de l'OMS et les pays membres ont décidé qu'il fallait encore la repousser pour quelques années. Il n'y a pas encore de nouvelles dates pour la destruction des stocks, mais ils ont décidé qu'en 2005, il y aurait un débat, un rapport sur les progrès faits dans les recherches scientifiques. Et si on est arrivé au bout des recherches, l'Assemblée dira s'il faut détruire tous les stocks. Mais pour le moment, les recherches scientifiques produisent des résultats très intéressants, vraiment très importants. On ne veut absolument pas les arrêter. Oui, mais justement, il y a une question qui se pose et qui continue d'être posée. Là, vous venez d'y répondre un peu. Pourquoi stocker un virus aussi dangereux pour l'espèce humaine alors que l'éradication officielle date déjà du 8 mai 1980 ? Mais simplement parce qu'il y a des méthodes de recherche au niveau génétique, par exemple, qu'on peut utiliser pour mieux comprendre un tel virus. Et aussi, on peut comprendre d'autres virus de la même famille, parce que pendant des années, des dizaines d'années, on a fait beaucoup de recherches sur la variole. Il y a un énorme taux de recherche. Et on peut en profiter pour mieux comprendre les autres virus de la même famille, pour mieux agir contre, par exemple, le monkeypox et autres maladies de la famille pox. Oui, variole en anglais se dit smallpox, c'est ça. Alors, Monsieur Simpson, la crainte exprimée aujourd'hui par les Américains et les autres pays de voir le virus se propager ne vient-elle pas de l'idée que les États-Unis et l'URSS ne seraient plus les seuls détenteurs du virus de la variole? Oh, nous ne sommes pas du tout naïfs. Il y a eu des rapports dans les années 80 qu'il y a d'autres pays qui ont un stock du virus. On ne peut pas le confirmer, mais ce rapport existe évidemment, surtout au niveau de la Russie. Il y a un homme qui était le directeur adjoint du programme biologique en Russie qui est allé aux États-Unis. Il a écrit un livre dans lequel il dit que la variole s'est échappée du laboratoire et qu'il existe dans d'autres pays. Mais nous, on ne peut pas le confirmer. On l'a jamais vu ailleurs depuis que les stocks ont été envoyés aux États-Unis, en Russie et dans les années 90, on a simplement demandé aux pays s'ils avaient encore des stocks de la variole et nous n'avons pas eu d'autres réponses positives. Bien sûr, ça ne veut pas dire que de tels stocks n'existent pas ailleurs. Encore une question avant de vous laisser partir, Monsieur Simpson. Nous savons que les Américains se sont fait livrer plus de 200 millions de doses de vaccins au cas où le bioterrorisme frapperait. Mais ne vaudrait-il pas mieux souhaiter un statu quo? Oui, nous espérons très fortement qu'il n'y aura pas d'autres cas de la variole. La directrice générale de l'OMS dit que il s'agirait d'un affront à l'humanité de faire comme ça, mais bien sûr, les pays qui se sentent, confrontés par la possibilité d'une attaque, utilisant les armes biologiques, doivent se préparer. Ils doivent stocker du vaccin, parce que s'il y a une attaque utilisant la variole, la réponse sera d'utiliser le vaccin, parce que le vaccin contre la variole peut être utilisé 3, 4
ou même 5 jours après l'exposition à la variole. Donc, on utiliserait des techniques de vaccination de toutes les personnes qui ont eu des contacts avec la personne infectieuse pendant 4 ou 5 jours. Alors, si on fait ça, c'est ce qu'on a fait pour éliminer la variole du monde, alors on utilisera les mêmes moyens pour lutter contre n'importe quel nouveau cas, nouveau malade. Bien, Monsieur Simpson, je vous remercie infiniment pour votre contribution à cette émission. Merci beaucoup. Enregistrement numéro 14. 1001 lits. Dès la nuit venue, tous les habitants de notre bonne vieille planète dorment à point fermé. Mais dorment-ils tous de la même façon ? Vous vous en doutiez, eh bien non, notre bon vieux matelas n'a pas le monopole. Et c'est ce que nous révèle l'étonnante exposition qui a ouvert ses portes lundi à la Cité des Sciences et de l'Industrie, 1001 lits. Au cours d'un parcours à travers les âges et les civilisations, vous découvrirez qu'on ne dormait et qu'on ne dort pas de la même façon dans les différents pays du monde. Selon le lieu, le climat, la religion ou les habitudes culturelles du pays, les pratiques de couchage se sont adaptées, modifiées et ont évolué. Lit, tatami, natte, hamac, en pyjama, ou pourquoi pas tout nu, dans des draps, sous une couette. Eh bien, les pratiques de couchage sont multiples et se révèlent parfois surprenantes. Vous découvrirez par exemple les lits flottants des tribus indiennes qui pourraient se révéler bien inconfortables pour certains d'entre nous. L'homme a toujours recherché le confort et cette exposition met en évidence que cette notion est terriblement subjective d'une civilisation à l'autre. L'exposition débute par une reconstitution des couchages des hommes préhistoriques dans les cavernes, permise grâce aux découvertes des archéologues qui ont retrouvé ce que l'on appelle des empreintes en creux, autrement dit des affaissements dans la roche. On peut ainsi se rendre compte que ces hommes dormaient couchés, à même le sol sur la pierre. Le choix de s'allonger le plus confortablement possible existe donc depuis la nuit des temps. Se coucher relève bien d'un apprentissage, d'une technique, car nous ne nous couchons pas par hasard. On nous a appris à nous coucher. C'est toute une éducation au sommeil. En France, selon les années, les modes de couchage ont évolué. On se remémore des souvenirs quand on revoit certaines photos des années 50, où l'on dormait sur le dos, le corps étendu sous des draps bien bordés. Et puis, il y a eu cet énorme chamboulement dans les années 70, où nos manières de dormir sont devenues beaucoup plus libres. Ceci s'illustre avec des photos et des mises en scène où l'on voit des lits recouverts de couettes moelleuses. Ces dernières ont permis aux Français de dormir à la nordique, c'est-à-dire sur le ventre et souvent sans vêtements. En proposant une carte géographique des façons de dormir en Occident, l'exposition retrace l'évolution des lieux de couchage à travers les époques et les pays. Cette carte nous fait découvrir quantité de pratiques. Certains dorment dans un lit, d'autres sur un tatami, sur une natte ou suspendus dans un hamac. Certains encore utilisent un oreiller, d'autres un traversin et d'autres rien de tout cela. Multitude de pratiques liées à notre éducation, à notre culture, voire à notre religion. Selon les sociétés, les choix de couchage sont très différents, mais toutes ces pratiques ont une histoire. Nous apprenons par exemple que l'utilisation des draps par les Méditerranéens est liée à la domestication du lin qui a permis de les fabriquer. Depuis presque toujours, les familles méditerranéennes se couchent dans des chambres non chauffées, leurs lits bordés et recouverts de couvertures. Cette pratique perdure. Aujourd'hui encore, il est d'usage de ne point chauffer les chambres à coucher et d'augmenter le nombre de couvertures en fonction de la fraîcheur de la pièce. La visite se poursuit et nous découvrons une toute autre façon de procéder. Les sociétés scandinaves, nordiques ont fait quant à elles un choix complètement différent. En effet, on voit sur des estampes que le choix de couchage dans ces sociétés froides est plutôt de dormir sur des lits chauffants ou chauffés, sans vêtements, sous une couette. Chez nous, dans les pays latins, réputés pour la douceur du climat, on se couche habillé sous des draps et sous une pile de couvertures. Tandis que dans les pays froids, on a tendance à chauffer très fort l'intérieur des maisons, à se déshabiller quand on entre pour se réchauffer vraiment et à dormir nu sous une couette. Paradoxal, non ? Enregistrement numéro 15. Extrait 1.
Les saisons astronomiques. Saviez-vous que les saisons astronomiques n'ont rien à voir avec nos 4 saisons? Car je vous le rappelle, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver n'existent pas dans tous les pays. En Afrique, il n'y a que 2 saisons climatiques, la saison sèche et la saison des pluies. Pour être plus précis, on peut dire que la notion de saison climatique dépend de la latitude à laquelle on se trouve. Pour ce qui concerne la saison astronomique, il s'agit d'une division de l'année en 4 parties selon les solstices et les équinoxes. Extrait 2. Un nouveau genre de sorcier. Oh bah tiens, j'ai rencontré un genre de sorcier, tu vois, qui peut te faire devenir milliardaire. Faut juste lui donner 200 € un soir de pleine lune. Oui, et moi je connais un conseiller Info-Énergie qui m'a démontré qu'en installant une nouvelle chaudière, on pouvait économiser jusqu'à 30% de sa facture de chauffage. Ça fait justement à peu près 200 € par an. Tu vois, ça c'est pas sorcier. Extrait 3. Jour de grève. Défense du service public en France. C'est classique, vous le savez, il y a les pour et les contre. Ceux qui estiment que les fonctionnaires payés par les contribuables ne sont pas à plaindre, loin de là, et sont là pour servir le public, et puis ceux qui pensent que les revendications sont légitimes. Quelques réflexions recueillies hier dans les rues de Paris par Brunissant de Zourdan. Bah, c'est une bonne chose qu'ils fassent la grève. C'est vrai, faut pas se laisser faire, quoi. Bon, c'est vrai qu'après, c'est sûr que pour... Non, c'est pénible, mais bon, moi, je le comprends. Je sais pas, en fait, ça m'embête pas tant que ça. Bah, matériellement, des fois, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué, mais j'arrive toujours à me débrouiller si je le sais à l'avance, y a pas de problème. Non, moi je prends pas ça mal du tout. Oui, je m'excuse, mais alors, défendre le service public en faisant grève, moi je trouve ça un petit peu, contradictoire, hein. Parce que, justement, il y a une notion de continuité dans le service public. Donc, il faut que les usagers puissent à tout moment se servir du service public, justement. Enfin, c'est logique. Alors, si le droit de grève est inscrit dans la Constitution, en revanche, les abus ne le sont pas, hein. Par conséquent, on fait quand même penser aux usagers. Donc, tôt ou tard, il faudra instaurer un service minimum, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit tous pris en otage, comme ça, il y en a marre, hein. Enregistrement numéro 16. Document 1. Le prix Nobel de la paix a été décerné cette année à Mohamed Younous, l'inventeur du microcrédit. Voici l'occasion de faire le point sur ce système avec Sophie Bessis, directrice de recherche à l'IRIS. Comment fonctionne aujourd'hui le microcrédit ? Alors le microcrédit, c'est quelque chose qui a été inventé effectivement par le dernier prix Nobel de la paix, Mohamed Younous, au Bangladesh, et il s'agit de prêter des sommes extrêmement modestes aux pauvres, pour prendre ce terme générique qu'on emploie beaucoup aujourd'hui. Les sommes peuvent être extrêmement modestes, ça peut être 5 €, 10 €, 20 €, et avec lesquelles il est possible, disons, d'élaborer des stratégies de survie pour sortir de la pauvreté. Le microcrédit a commencé au Bangladesh avec la création de la Grameen Bank par Mohamed Younous, et aujourd'hui c'est une des formes les plus répandues dans le monde d'aide, entre guillemets, à la sortie de la très grande pauvreté. C'est-à-dire que cette expérience de microcrédit bangladeshi a fait école aujourd'hui partout dans le monde, en Afrique subsaharienne notamment, où la grande pauvreté est très importante. Donc ce petit crédit est remboursé à une échéance assez rapide et réservé à des gens qui n'ont pas la possibilité d'accéder au crédit bancaire parce qu'ils ne possèdent aucune garantie qui est demandée par le crédit bancaire classique, et lequel crédit bancaire classique évidemment ne prête pas des sommes aussi modestes. Et pour remplacer, disons, la garantie classique, eh bien, en général, dans ce type de microcrédit, le prêteur, c'est-à-dire l'organisme prêteur, l'ONG, etc., demande une garantie solidaire, c'est-à-dire que la communauté, la famille, le groupe doit se substituer à l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci. Donc voilà quelle est la solution, disons, au fait qu'il n'y a pas de garantie matérielle.
Quel bilan on peut tirer aujourd'hui de ce développement du microcrédit dans le monde? Est-ce que c'est une solution qui est réservée aux pays en développement ou est-ce qu'on assiste dans les pays du Nord à un développement de ce type de prêt? Première approche, bilan très positif dans la mesure où effectivement le microcrédit a pu servir à la création de groupements productifs, à la sortie de la très grande pauvreté, etc. Mais enfin, c'est quand même quelque chose d'extrêmement controversé, le microcrédit aujourd'hui. D'abord, parce que beaucoup disent qu'il ne s'agit pas d'un instrument de développement, mais un instrument de survie. En réalité, ça permet de sortir de la très grande pauvreté en utilisant des petits commerces minuscules, etc., de planter 3 aubergines et 4 tomates, d'acheter des semences, mais que le microcrédit ne permet pas d'accéder à l'étape supérieure, qui est l'étape du développement, l'étape de l'accumulation, en réalité. Ça, c'est une critique très importante qui a été faite. Et deuxième critique qui a été faite, il s'agit d'une solution technique, disons, à la sortie de la pauvreté, qui peut être tout à fait pertinente et qui peut être totalement utile dans un certain nombre de cas, mais les grands bailleurs de fonds aujourd'hui estiment et font comme si une solution technique pouvait remplacer le problème politique que constitue la pauvreté au niveau mondial. Pour l'instant, si vous voulez, 99% de ce microcrédit a lieu dans les pays en développement. Mais il y a quelques petites expériences intéressantes dans un certain nombre de pays du Nord. Si je ne me trompe pas aux États-Unis, mais même en France aussi, de développer des systèmes de microcrédit à l'intention des plus pauvres également. Document 2. Le divan de Monsieur Rouault. Histoire du premier psychanalyste chinois. Un feuilleton documentaire de Marie-Hélène Bernard. Premier épisode, où l'on retourne avec Datong Rouault sur les lieux de son enfance. Document 3. En Amérique du Nord, les gens mangent beaucoup parce que les portions sont plus grosses. Ils mangent plus parce que la cuillère qu'ils utilisent est plus grande, le verre plus large, le bol plus gros, ou parce que les plats de service sont restés sur la table. Le docteur Jean-Patrice Baillargeon est endocrinologue à l'Université de Sherbrooke. La satiété, c'est pas quelque chose qui est bien fixé dans la tête des individus. Ils savent pas exactement quand est-ce s'arrêter. Donc, plus on a de la nourriture, plus ils vont manger. Une des études qui le confirme, c'est celle de Brian Wansink, chercheur au laboratoire alimentaire de l'Université Cornell, dans l'État de New York. Elle a d'ailleurs incité des compagnies alimentaires à proposer de plus petites portions, de 100 calories chacune. Mais pour combattre l'obésité et le diabète, encore faut-il bouger, et bien souvent, nos villes nous en empêchent. Avi Friedman est professeur d'urbanisme à l'Université McGill. Vous allez dans tous les quartiers, nouveaux quartiers de Toronto, vous regardez qu'il y a toujours le même type de banlieue. Ça veut dire vous êtes très loin d'une place à jouer, il n'y a pas possibilité d'acheter dans une distance de marche, à aller acheter les pains et le journal. Il reproche au zonage d'interdire les commerces dans les zones résidentielles qui pourtant favoriseraient la mobilité. Mais M. Friedman estime qu'il faudra encore une génération avant que le zonage ne le permette. Anne Quirion, Radio-Canada, Toronto. Document 4. Bienvenue pour notre rendez-vous scientifique hebdomadaire, avec cette semaine une question qui touche également à l'univers des médias. Le documentaire scientifique doit-il obligatoirement être objectif ? La science était jusqu'ici peu présente, aussi bien sur le petit que sur le grand écran. Cependant, depuis quelques années, de nombreuses chaînes accordent une place de plus en plus importante aux documentaires traitant de sujets scientifiques. On a pu observer de véritables succès d'audience avec des productions sur les origines de l'homme comme Le Temps des mammouths,
ou encore l'Odyssée de l'Homo sapiens de Jacques Humry. Au cinéma également, les films animaliers attirent de plus en plus de monde. Le film de Luc Jacquet, La Marche de l'Empereur, sorti en janvier 2005, a ainsi connu un succès mondial avec près de 2 millions d'entrées en France et plus de 8 millions aux États-Unis. La science s'ouvre donc au grand public, mais à quel prix ? Quelques-unes de ces productions ont été vivement critiquées par certains spécialistes. La mise en scène de connaissances scientifiques ne va pas s'en poser problème. En effet, il est parfois tentant de transformer légèrement la réalité scientifique afin de rendre le scénario plus marquant, les explications plus faciles à comprendre ou les scènes plus spectaculaires. Et si certains documentaires se caractérisent par leur sérieux, d'autres frôlent en revanche la caricature de la réalité scientifique. Le docu-fiction, genre télévisuel hybride très en vogue, qui mêle documents d'archives et reconstitutions fictives, aurait tout particulièrement tendance à favoriser cette dérive. La science semble alors utilisée comme prétexte pour produire des films hauts en spectacle avec de gros budgets, et ce, malgré la caution de chercheurs renommés. Le résultat peut laisser parfois songeur. Cette volonté de captiver l'attention du plus large public, et en particulier des jeunes, peut conduire à une vulgarisation dangereuse avec son lot d'imprécisions, voire de déformations. Dans certains cas, ces productions nuisent à l'image de la science plus qu'elles ne la servent. Le temps des mammouths ou encore l'Odyssée de l'Homo sapiens regorge par exemple de simplifications utiles au niveau pédagogique, mais très contestables du point de vue scientifique. Un autre documentaire intitulé Homo sapiens, une brève histoire de l'humanité de Thomas Nagati a également provoqué une levée de boucliers chez bon nombre de spectateurs et de spécialistes qui ont vu dans cette réalisation une défense indirecte de théories néo-créationnistes. Le but premier du documentaire scientifique, traité ou non sous la forme d'un docu-fiction, est-il de vulgariser les découvertes scientifiques ou s'agit-il au contraire, pour le réalisateur, de créer une œuvre personnelle qui peut alors s'éloigner quelque peu d'une réalité scientifique souvent complexe et contradictoire ? Comment, dans ce cas, le public de profanes à qui s'adressent ces productions peut-il faire la part entre des faits validés par la communauté scientifique et la création cinématographique ? À vouloir trop simplifier la science pour la rendre accessible, ne la déforme-t-on pas ? C'est donc de ces questions que nous allons aujourd'hui débattre dans notre émission avec nos invités Jean-Pierre Tillier, Hervé Gaillic et Thomas Nagati. Jean-Pierre Tillier est documentariste, directeur de la société de production Eurofilm et président du Festival du documentaire scientifique Paris Science, qui se déroule actuellement dans le cadre de la Fête de la Science au Jardin des Plantes, au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Hervé Gaillic est également parmi nous. Il est responsable des documentaires scientifiques, médicaux et historiques sur France 4. Et enfin, Thomas Nagati est documentariste, réalisateur, producteur à Science Movie et auteur d'Homo sapiens, une brève histoire de l'humanité, dont nous avons déjà parlé, mais aussi plus récemment d'un film remarqué intitulé Tchernobyl ou les oubliés de la catastrophe nucléaire. Document 5. D'accord, pas d'accord, pour, contre, on ne sait pas. D'accord, pas d'accord, la radio dans tous ses débats. Alors, sujet du jour, le MQB pour Musée du Quai Branly. 1 an après son ouverture, le Quai Branly, dernier né des musées parisiens, dépassait les 1,5 million de visiteurs. Alors comment rester indifférent face à ce nouveau temple à l'architecture monumentale destiné à accueillir les arts et civilisations de peuples dont la culture n'a pas l'Occident en partage ? L'un accable, l'autre défend le fruit de ce projet présidentiel. Donc avec nous aujourd'hui sur les ondes de RFC, Valérie de Sales, archéologue, bonjour, et Antoine Garcia, journaliste. Enregistrement numéro 17. Le divan de Monsieur Rouault. Histoire du premier psychanalyste chinois. Un feuilleton documentaire de Marie-Hélène Bernard.
Premier épisode où l'on retourne avec Datong Ro sur les lieux de son enfance. La voiture ne peut pas passer. Très étroite. Simplement, c'est les questions. C'est que le pouce? C'est que le pouce, oh, oui, qui passe. 行啊，对我们原来住就住那儿那个2楼，左边那个。嚯！我觉得就是这个，就这个2楼。啊，挺低的。90年代的时候，90年代中期，96年的94年，94年的时候，93、94年，又换了人了噻，93、94年。最早60年代我们就这儿原来是个院子。然后院子拆了以后重新修的。人家里面都采访哎，他要就说喊我讲下我的童年。哦，讲的童年。哎，他法国一个电台的记者。哦。谢了哈，哎。Je suis venu à Chengdu dans ce cours au début des années 60, jusqu'à que j'ai terminé mes études de l'université. C'est-à-dire jusqu'à 92. Chaque famille qui a une ou bien 2 pièces. Et puis on fait la cuisine dans les cours. Et puis tous les enfants qui jouaient dans les cours. Voilà. Donc chaque famille sait qu'est-ce qu'on mange. Pour se laver, il y a un robinet commun. Ma grand-mère paternelle vivra avec nous. Elle est illettrée, mais elle est donc travaille beaucoup, tous les temps, tous les jours. Et puis aussi, elle est très sympathique, surtout par rapport à ma mère. Ma mère est très, qui est relativement très sévère, oui. Oui. Dans les fêtes, on peut manger du viande, mais quotidiennement, on ne peut pas manger. Parce qu'on n'a pas assez de viande. À cette époque, on n'a que 150 grammes de viande par mois pour une personne. Donc c'est pas beaucoup, c'est-à-dire en général on mangeait une fois de viande par semaine. En général c'est comme ça. Alors pour la fête, dans ce cas-là, on a double de viande. Et puis aussi, on peut avoir des nouveaux vêtements. Et aussi un petit, par exemple, gâteau. Pour les garçons, c'est une pistolet à eau. Qu'est-ce que vous aviez comme jouet? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Pour les petites filles, donc il y a
un petit jouet, des pépés. Des poupées. Des poupées, voilà, des poupées comme ça. Simple. Pour les garçons, non, très rare. Même donc je n'ai pas une petite voiture, mais je n'ai pas. Il y a des combats entre les petits-enfants. Et entre les adultes? Les adultes aussi, parce que les questions, c'est les relations très compliquées. Les adultes, en même temps, c'est les collègues de travail, et aussi en même temps, c'est les voisins. Mais voici qu'approche la révolution culturelle. Que va-t-il se passer? À suivre sur arteradio.com.